Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui nous rejoignent en région. Vous êtes à Guékédou. Vous nous écoutez sur Makona FM. En région, à Boké, Labé, Kindia, Zérékoré. Vous êtes partout dans le monde via Solar Media. Vous avez la possibilité évidemment d'interagir sur nos sujets via nos plateformes évidemment sur X. Vous le savez très bien. Le hashtag Espace GG. Le numéro de téléphone reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Sinon ça se passe également aussi sur Telegram. Là le code QR qui s'installe juste là, vous scannez et vous avez la possibilité de regarder l'émission en HD et tous nos programmes d'ailleurs avec Espace TV. Merci à vous tous qui nous rejoignez également aussi sur TikTok. Très nombreux d'ailleurs évidemment à prendre des extraits et puis tout simplement à mettre sur les pages. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous mesdames et messieurs. Le menu, on parlera politique dans cette émission ce matin. La Guinée est sans gouvernement depuis lundi dernier, vous le savez. Le général Mamadi Doumbouya confie donc la gestion des affaires courantes aux secrétaires généraux des différents départements ministériels. En attendant de nouvelles décisions, les commissions de travail ont été mises en place et des mesures conservatrices sont appliquées. La classe politique observe cette actualité avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, à la NAD, oui, on invite le président de la transition à revenir aux fondamentaux de la transition pour sortir de la crise qui tend à se généraliser. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec le président du parti Union pour la Guinée, Diao Diabaldé. Il sera avec nous ce matin dans cette émission. Et puis, on parlera religion, s'il vous plaît, théologie un peu plus tard dans cette émission avec un invité de taille, mesdames et messieurs. Il sera avec nous, Oumar Dikine, il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au part de midi. Le match avec Jacques Lewa Leno. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous Mohamed Ali Kondé. Bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. Voilà, jour J, c'est aujourd'hui la grève. J'ai envie de... le préavis sera déposé, mon cher Mohamed Ali. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous a expliqué il y a 2 ou 3 jours. On nous a dit que les organisations syndicales n'ont pas déposé le préavis de grève en début de semaine parce que tout simplement... L'avis maintenant, merci. L'avis de grève parce que tout simplement ils avaient besoin de se mettre ensemble, ils avaient besoin de se mettre d'accord sur la modalité, sur une façon de faire afin que la grève réussisse. L'autre fait, c'est qu'aujourd'hui, on dépose l'avis de grève, mais normalement la grève entre en vigueur. En fait, ils n'ont pas besoin d'attendre 1 jour, 2 jours ou 3 jours de plus. C'est ce qui nous a fait comprendre le syndicaliste que nous avons reçu ici il y a 2 jours. Faut-il rappeler les faits? Aujourd'hui, les syndicalistes se lèvent contre un certain nombre de choses qu'ils ont transcrites dans leur plateforme en 5 points. Premièrement, ils veulent que Pendessa, Sekou Jamal Pendessa, qui est syndicaliste, mais surtout journaliste, qui est donc le secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée, est en prison depuis 1 mois maintenant pour cause il avait appelé à manifester pour protester contre les restrictions imposées aux médias et depuis il est en prison. Donc les syndicats veulent qu'il soit libéré. Et deuxièmement, ils veulent que l'augmentation des coûts des denrées de première nécessité sur le marché soit revue. Vous savez, récemment le gouvernement a décidé d'augmenter le coût de certaines denrées, notamment le riz, l'huile, le sucre, etc. Donc ils veulent que cette augmentation soit annulée. En tout cas qu'on baisse les prix. Qu'on revienne un petit peu. Ouais. Effectivement, qu'on revienne au prix initial parce que pour eux, ça devient insoutenable pour les fonctionnaires. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu 2 accords, notamment liés aux enseignants contractuels qui doivent être appliqués, qui ne sont pas encore appliqués. Donc ils protestent contre ça. Ils y ont ajouté le fait que l'État ait imposé une restriction sur les médias, sur Internet aujourd'hui. Vous savez, depuis plus de 3 mois maintenant, depuis plus de 3 mois, en Guinée, vous ne pouvez pas vous connecter normalement à Internet, surtout sur les réseaux sociaux. Enfin, surtout les réseaux sociaux, il faut le rappeler. Surtout sur les réseaux sociaux, si vous n'avez Facebook, pas, si X, entre autres. Si vous n'utilisez pas VPN, même WhatsApp quelque part, on a dit que c'est libéré, mais c'est pas tout à fait clair parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent toujours pas à se connecter sans VPN. Donc depuis 3 mois, VPN est devenu notre bonne application que tout le monde installe sur son téléphone pour pouvoir accéder à des plateformes de avec des
risques, hein, voilà, il faut le rappeler. Énormément de risques, justement. Ouais. Bah, le problème, ce que ça cause, c'est qu'il y a des entreprises qui fonctionnent grâce à Internet aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire des chiffres, qui licencient. Donc, ils ont estimé que ça aussi, ça devrait figurer dans leur point de revendication. Les 5 points réclamés, ils ont premièrement été renvoyés vers une institution chargée du dialogue national qui n'a pas finalement trouvé une issue parce que d'entrée de jeu, les syndicalistes avaient décidé finalement de faire du premier point un préalable, c'est-à-dire un élément d'entrée en jeu. Donc la libération de Pendessa, c'est-à-dire qu'aucune discussion ne devrait être entamée tant que Pendessa est en prison. On sait ce qui s'est passé après. On a précipité à requalifier les reproches qu'on faisait à Pendessa. Aujourd'hui, le procureur demande 6 mois de condamnation contre lui, 6 mois de prison ferme contre Pendessa. Le cas est encore en justice. Il n'y a pas eu de jugement. Le délibéré attendu le 23, hein, c'est bien cela. Demain. Voilà, c'est cela. Voilà, Pendessa, lui, il est toujours en prison pour l'heure. Donc, j'étais en train de dire, le lundi, les syndicalistes s'étaient réunis pour... à l'expiration, bien évidemment, le week-end dernier, à l'expiration du préavis de grève qui devrait durer 10 jours, ils se sont réunis lundi pour décider la marche à suivre. On a attendu l'avis des grèves et peut-être la grève le lendemain, mais malheureusement, ou plutôt disons finalement, ils ont décidé d'attendre le jeudi parce que, en ce qui paraît, tout le monde n'était pas d'accord, il fallait discuter avec tout le monde, et etc. Du coup, donc, aujourd'hui, c'est jeudi, normalement, on dépose l'avis de grève et en même temps on entre en grève. Voilà la situation au niveau. Donc à partir de ce jeudi, c'est le statu quo depuis le début de la semaine. Sauf qu'il y a changement, Mohamed Ali, quoi qu'on dise. Enfin, quand je dis changement, parce que on n'a plus de gouvernement là, on n'a plus d'interlocuteur. Oui, mais voilà, on a à part la primature peut-être. Voilà. On a écouté. Le cadre de dialogue. Oui, le cadre de dialogue. Il faut rappeler, il s'était exprimé là-dessus, le syndicaliste que nous Les grandes gueules. Il avait dit, pour nous, qu'il y ait gouvernement ou pas de gouvernement, c'est la même chose. On a des interlocuteurs. L'État est une continuité. Aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a pas de ministre, c'est vrai, mais les ministres ont été remplacés par des secrétaires généraux qui évacuent les affaires courantes. Et la grève, la menace de grève est une affaire courante. Donc les secrétaires généraux devraient s'occuper justement de l'évacuation des affaires courantes. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, normalement, rien ne doit changer. Qu'il y ait gouvernement ou qu'il n'y ait pas gouvernement, les syndicalistes ont décidé aujourd'hui à aller en grève. Et donc, normalement, aujourd'hui, j'ai dit, la grève doit démarrer dans tous les secteurs de la fonction publique. Les fonctionnaires ne veulent plus travailler, ils veulent que l'État les écoute et ils vont aller en protestation. Voilà, évidemment. Comme tu vous dis, fonctionnaire, mais toi aussi, hein, mon cher Mohamed Ali. Je ne suis pas fonctionnaire, l'ami. Mais non, tu n'es pas fonctionnaire, mais tu es dans le privé, on dit secteur privé, dans tous les secteurs. Tu n'as pas entendu, hein? Grève générale et illimitée. D'accord, et pourquoi on est là, alors, l'ami? Mais non, mais. Vous êtes le premier concerné. Nous, c'est le service. On fait ce qu'on appelle le service minimum. Ah, le service. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les médecins. Tu vois ce que je veux dire? Je fais le service minimum. Voilà, c'est ça. Il y a même des corps où véritablement c'est une obligation de garder un minimum de services, et ça d'ailleurs même dans toutes les entreprises, parce que dans les entreprises, imagine de production par exemple, les brasseries, tout ça, s'il n'y a pas un minimum de services, ne serait-ce que pour entretenir les machines, après les grandes gueules, ça va se gripper, il va y avoir, voilà, ça va se détériorer. Donc d'où l'idée de service minimum. Quand tu prends les hôpitaux, c'est obligatoire qu'il y ait un minimum les gendarmes, les gendarmes, et ainsi de suite. Alors les gendarmes et la police et l'armée ne sont pas concernés en général. Oui, c'est l'armée, ils sont considérés. En fait, les corps militaires et paramilitaires en Guinée n'ont pas de syndicat. C'est dommage. En Afrique du Sud et dans d'autres pays, même la police a un syndicat. C'est vrai. Ailleurs d'ailleurs. Chez nous, voilà, il n'y a pas de syndicat chez nous. Mais parfois, quand la situation est... De toutes les manières, quand il n'y a pas de trafic, comme on le dit, donc routier, il y a pas, les gens ne peuvent pas se déplacer, les stations sont fermées, ils seront aussi impactés. Bien sûr que oui. C'est la réalité. Alors, maintenant, on va attendre. Quelle va être la suite? Parce que normalement, ils vont aller déposer l'avis de grève, mais comme ils l'ont dit, ils vont se retrouver encore ce matin. On attend. Et si c'est lancé, c'est sûr qu'ils feront des communiqués. Et en ce moment-là, le grand public sera informé qu'il y a une grève générale et illimitée. Maintenant, la question est de savoir si les gens pensent que c'est une histoire de presse ou que c'est une histoire de prix, les denrées et tout. J'écoutais tout à l'heure encore dans le 8h un reportage sur Zérécoré, vous avez vu, les femmes n'y arrivent plus. Les familles n'y arrivent plus. C'est un fait. Et pour une fois, on a vu l'État ici prendre un axe
d'après eux, pour plafonner les prix, mais en réalité, c'est un acte qui a aggravé la situation, qui a fait exploser les prix. Les prix, par exemple, en dessous de 400 000, eux, ils vont les fixer à 430 ou 440 000. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, il y a une flambée qui ne dit pas son nom. Et là, on n'est pas encore dans le ramadan. Ouais, Au même justement. moment, on n'a pas de carburant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'internet, les médias sont fermés. Les entreprises sont impactées par cette histoire et on arnaque les gens à travers la consommation d'Internet pour qu'ils dépensent plus encore dans les communications via GSM, en voice. Ouais. Tout ça, c'est des problèmes. Et aujourd'hui, on fait quoi? On commence aussi à harceler des entreprises. Vous l'avez vu, les impôts écrivent aux entreprises pour dire après tout rapprochement, nous pensons que vous nous devez tel montant, sans qu'il y ait un travail préalable avec ces services, sans qu'on ne comprenne. Donc, la fiscalité aussi explose à bien des égards. Aujourd'hui, il y a des pressions sur les entreprises comme pas possible. L'État, aujourd'hui, partout, il a un copec avec les entreprises, se met en guerre pour aller récupérer. On menace de fermer des entreprises. Au même moment, ce même État n'arrive pas à payer la dette intérieure due à d'autres entreprises qui ont même, pour certains, fermé. Aujourd'hui, il y a des banques ont saisi les actifs de certaines sociétés parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Et au même moment, cet État-là est fier quand même de dire il y a ceci ou il y a cela. Maintenant, pour une histoire d'indiscipline gouvernementale, le pays est sans gouvernement. Tout à l'heure, on va en parler. Je me demande, est-ce que ce n'est pas mieux ainsi d'avoir un État sans gouvernement? On aura cette discussion. C'est pas totalement con. Justement. Ne me regarde pas comme ça. Voilà, Jacques, le peuple a droit de savoir. Question ce matin, vu qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Quand tu dis interlocuteur, il n'y a pas, Julien, il a sauté. Voilà, si c'est lui qui était l'interlocuteur. Aujourd'hui, que faire justement avec ces syndicalistes? Qui pour répondre? Est-ce que Doum peut éventuellement les demander à venir à la présidence pour parler? Parce que voilà, je pense qu'il faut mettre l'ego de côté ailleurs. Ça se fait comme ça. On a vu récemment, d'ailleurs, en France, l'actualité là en ce moment avec les agriculteurs. À un moment, le Premier ministre a fait le pas. Les agriculteurs disent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de ce que des annonces du Premier ministre Attal. Le président a demandé à les rencontrer. Je pense que pour vraiment apaiser les choses, il est temps de le faire parce que la manière dont les choses se passent, j'ai l'impression que la Guinée tourne sur la tête en fait. Il faut dire une chose, l'État n'a pas disparu. Et si on prend le fonctionnement du gouvernement avant la dissolution du lundi dernier, il faut quand même reconnaître aussi que les ministres n'avaient pas assez de marge de manœuvre. Ils pouvaient négocier. Mais il fallait attendre l'onction du palais pour prendre les décisions. C'est-à-dire même si Goumou était redescendu, je ne parle même pas de Julien, même si Goumou était redescendu... Il y a deux palais, palais de Colombe... Je parle du palais Mohamed V. Voilà, tant que le palais Mohamed V, donc tant que les militaires n'acceptaient pas, les décisions ne se prenaient pas. Il y a toujours... Le palais de la Colombe est un appendice du palais Mohamed V. Il y a toujours eu des blocages. Je veux donc dire que même si Goumou, comme on le suggérait, descendait jusqu'au niveau du Conseil national du dialogue social pour présider cette discussion et obtenir des conclusions, il y a quelqu'un qui devrait dire derrière, oui, on met en œuvre ces conclusions-là. Et ce quelqu'un-là, c'est bien entendu le CNRD. Dieu merci, le CNRD n'a pas été dissous. Doumbouya. Donc le CNRD est là, le général Doumbouya est là, la présidence donc est là, et je crois que la dernière fois le syndicaliste nous disait évidemment si le gouvernement n'est plus là, la logique c'est qu'on transfère toutes les affaires du côté de la présidence pour que ça soit réglé. Et la manière dont la rencontre s'est terminée avec les secrétaires généraux, on a compris que les militaires, ils ont dit qu'ils veulent assumer désormais, et ils veulent prendre leurs responsabilités. Ça veut donc dire que ce problème-là, c'est le leur. Donc c'est à eux de recevoir désormais les syndicalistes et d'engager des discussions, des négociations pour sortir de cette situation. Il y a des questions techniques pour lesquelles on peut toujours repartir vers l'inspection générale du travail, vers le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui a donc participé à ces travaux, puisque lui, il n'est pas étranger à tout ceci. Il a été informé, il a même participé à certaines discussions avec les syndicalistes. Ça veut donc dire qu'il est au courant. Ça, c'est pour des questions techniques concernant, bien entendu, ce qui relève directement des fonctionnaires ou alors de la vie chère qui touche directement les citoyens. Mais pour les questions d'Internet, les questions du brouillage des fréquences et des restrictions, en gros, de la liberté de la presse, je le disais hier, les ministres, j'ai dit je ne sais pas quelle mouche les avait piqués de se taper autant la poitrine
alors qu'au fond, ils savent que la démagogie. Ceux qui obtiennent les manettes, donc ceux qui décident en réalité, c'est le CNRD, et c'est lui qui a décidé de ces restrictions et qui continue, n'est-ce pas, à les maintenir. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas une question du gouvernement. Hein, je voyais certains se donner un spectacle pour jouer les intéressants et vouloir montrer, par exemple, aux associations de presse qu'ils avaient la solution. Ils n'en avaient pas. La solution, c'est vraiment les militaires. Et puisque ces militaires sont là, disons que rien n'est perdu. Sauf, bien entendu, si le CNRD dit je m'en fous de ces réclamations et donc je continue à gérer comme je gère. Comme bon me semble. Comme bon me semble. J'ai des armes, j'ai le pouvoir, j'ai de l'argent. Et dans ce cas-là, la logique voudrait qu'ils ne négocient pas aussi avec les syndicats. Et là, en ce moment, ça devient très compliqué. Il reviendra donc aux syndicalistes de jouir de leurs droits syndicaux, donc de leurs droits de grève, pour mettre la pression nécessaire et accéder, n'est-ce pas, à toutes ces revendications. En clair, ce qui restait à faire, si j'ai bien compris Monsieur Diallo la dernière fois, c'est qu'il y avait en même temps un besoin de mobilisation. Il y avait bien sûr à respecter la légalité en déposant l'avis de grève aujourd'hui et en ce moment inviter tout le monde à entrer désormais dans la grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications. Mais en même temps, le besoin de mobilisation était nécessaire de la part des centrales syndicales, de la part des syndicats professionnels affiliés donc à ces centrales, que ce soit ici à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Parce que s'il n'y a pas de mobilisation, les travailleurs vont continuer à partir. La grève, c'est une lutte, mais c'est aussi un sacrifice. Et il a dit, on ne va pas marchander la dignité. Et ça, je suis bien d'accord avec cette expression-là. Parce que certains pourraient se dire, on va souffrir. Parce que la souffrance sera là, mais on est déjà en train de souffrir. Le marché, il est difficilement tenable, en tout cas pour certaines bourses et certains foyers. Ce qui veut donc dire que si nous restons dans cette situation, ça risque de nous conduire à des lendemains incertains. Eh bien oui, des lendemains incertains, c'est bien dit. Diba Bilimono nous a rejoint. Diba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Daouda Mohamed, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que si on se refait un petit peu, c'est pas une première quand même, je veux dire la centrale, je parle de toutes ces plateformes évidemment qui appellent à une grève. On se souvient de 2007, c'est bien cela, Daouda Mohamed Kamara. Justement, 2006-2007. 2006-2007. Et après, on a eu d'autres grèves aussi un peu plus tendues sous Alpha Condé. On a vu où les négociations ont perduré par moments. Et je crois, j'étais une fois à la bourse du travail, non pas à la bourse du travail, au ministère de la fonction publique. La journée, parce qu'on était resté toute la nuit. Le lendemain également, il fallait se retrouver, mais déjà les heures avaient commencé à travers la capitale. Ce sont des policiers, tous ces jours j'étais là, et ce sont des policiers qui ont été mis en chemin pour aller chercher Amadou Diallo chez lui, je crois à Lansana ou Cimenterie, quelque chose comme ça, parce qu'on l'a appelé, il fallait qu'il vienne. Et c'est là coûte que coûte, mais il n'avait pas de passage. Et les heures étaient partout, donc il a fallu mettre un véhicule à la disposition de la police pour aller le chercher et l'amener afin de passer à la signature. Et aujourd'hui, la question, il est bien essentiel de se la poser. Est-ce que le CNRD est-il prêt à aller en négociation ou à accéder aux revendications des syndicalistes aujourd'hui? Je dis oui, parce qu'il en a tout intérêt. Est-ce que, en regardant aujourd'hui les choses évoluer dans ce pays, sommes-nous vraiment en sérénité? Je crois qu'on n'est pas en sérénité. Et le CNRD, pour atteindre ses objectifs, parce que le CNRD a ses 10 points de la transition qu'il veut coûte que coûte éponger avant de partir. Pour lui permettre cela, il faut créer la sérénité dans le pays. Il faut apaiser les choses. Il faut, pour ne pas dire amnistier un peu le mouvement syndical, il faut travailler main dans la main pour... C'est pas tout ce qu'on demande, tout ce que le syndicat demande qu'il attend la satisfaction. Il demande, parce que parfois quand il demande 10, il n'a besoin par exemple que de la satisfaction de 3 ou de 4. Aujourd'hui, il faut se comprendre, il faut se retrouver, parce que mettre en liberté aujourd'hui Sekou Jamal Pendessa, ce n'est pas une mer à boire. En quoi est-il aussi menaçant? Parce que quand on nous oppose... Ils sont déjà allés loin.
Ils sont déjà allés loin, oui. Justement. Il va être jugé. Il va être jugé. Il est déjà en train d'être jugé. D'être jugé, oui. Délibéré cette demain, normalement. Voilà. On attend la délibération. Donc aujourd'hui, peut-être je me dis moi-même, on est allé à ce jugement juste pour une question de forme. Pour une question de fierté. Merci. C'est pour une question de forme, pour ne pas qu'on dise, on a mis la pression, ils ont libéré. Donc, il faut accélérer les choses, aller présenter la procédure. C'est ce qui a été fait. C'est très bien. On y va et on va aller à l'aboutissement parce que les avocats également, les avocats de la défense ont leur position par rapport à la réquisition qui a été faite par la partie civile. Les autres points, vous savez, même dans les marchés, les vendeurs eux-mêmes, les commerçants eux-mêmes se posent la question, pourquoi sommes-nous allés à la hausse des prix? Parce que ça allait, eux ils revendaient, ça allait, il n'y avait pas de problème. Mais quand le gouvernement a décidé d'aller à l'augmentation, ils étaient obligés d'aller à l'augmentation, mais comme ils pouvaient rester sans augmenter et avoir leurs bénéfices. Mais le gouvernement qui demande de ne pas dépasser une barre, alors que les gens n'ont pas déjà atteint ce plafond, et qui sont même largement en dessous de ce plafond, ils ont nourri la spéculation. Alors, le gouvernement a nourri la spéculation et les commerçants sont allés à cela. Donc, on ne dépasse pas, mais on quitte le point initial, on va à ce que vous demandez et on reste là. Donc, les bénéfices vont être élevés, aussi bien pour le gouvernement qui récolte les taxes de l'autre côté, les impôts entre autres, et pour les commerçants. Mais pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Et est-ce que cet autre élément aussi est profitable au CNRD, à ce que le CNRD veut comme sérénité? Parce que quand on nous dit par exemple que le communiqué de l'ambassade de la Russie qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, qui demandait à ses citoyens de limiter les mouvements, chose qui est ordinaire, il a été reçu, l'ambassadeur a été reçu par le secrétaire général. Il a été convoqué. Alors, il faut répéter. Sa place en matière de diplomatie. Alors, il a été convoqué pour les explications. Est-ce qu'on a besoin de tout cela? Bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de sérénité. Bien, très bonne question. Il n'y a pas de sérénité, c'est pas un communiqué qui va en tout cas mettre en branle tout l'appareil étatique pour dire que parce que les gens ont demandé la limitation des mouvements de leurs citoyens, chose qui est ordinaire. L'ambassade de France le fait, l'ambassade des États-Unis le fait. Toutes les ambassades qui sont en Guinée ou dans d'autres pays, quand il y a des mouvements, on invite les citoyens à limiter les mouvements. Est-ce qu'aujourd'hui, le CNRD est en train de mesurer un peu le divorce entre lui et la population? Voilà. Mon petit doigt me dit, 17 ans après, l'histoire peut se répéter parce que on se souvient très bien, mon cher Diba Milimono. En ce moment, je parle de 2007, on a, pour la première fois, en tout cas, moi j'ai entendu état de siège au temps de Lansana Conté. On a vu le général, quel général à l'époque, je ne me souviens plus, Kerfala. Le pays était carrément à l'arrêt. Je ne sais pas trop ce qui se trame, mais. Et ces jours, pour la petite. Là, c'est juste la forme qui est différente, mais là. C'est l'état de siège. C'est même pire, parce que là, c'est le pouvoir militaire, carrément. On te dit que c'est ton régime militaire. Or, à l'époque, c'est un président civil, pendant 12 jours, qui dit « Je transfère l'exercice du pouvoir, à la fois de pouvoir administratif et aussi des pouvoirs de police, à qui? À l'armée. » Et donc, c'était bien limité. Mais sauf que là, ce sont les militaires qui sont au pouvoir et qui nomment à tous les postes, à la fois civils et militaires. Donc la situation actuelle, voilà pourquoi on dit que c'est une situation d'exception. L'autre est vraiment réduite dans le temps, mais celle-ci, elle est permanente parce qu'on ne sait même pas c'est quand la fin de la transition. On est resté combien de temps à l'époque? S'il te plaît, Mohamed, voilà, s'il te plaît. C'était 12 jours. Voilà, allez-y, Diba, s'il te plaît. Voilà. Allez-y, Diba. Voilà. Oui, vous savez, la principale leçon de l'histoire est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre. Est incapable d'apprendre, et la particularité de cette grève qui se profile à l'horizon, c'est que c'est une crise multidimensionnelle. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux. Si on avait affaire à une crise où on demandait l'amélioration des conditions de vie de travail des agents de la fonction publique, on allait dire que ceux qui sont dans les quartiers, nos mamans, les jeunes et d'autres citoyens, allaient dire on n'est pas concernés. Donc il y a un petit groupe de personnes d'une centaine de travailleurs, on allait dire c'est eux qui sont concernés. Mais lorsque vous regardez dans la plateforme revendicative, vous avez une flopée de revendications, notamment les DARE, et ça touche tout le monde. Parce que lorsque vous devez mener une guerre
où vous voulez mener une grève qui peut toucher tout le monde, c'est de s'intéresser à un élément qui implique la population. Que vous soyez riche aujourd'hui ou que vous soyez pauvre, tout le monde est concerné par cette flambée sur le marché. Donc, chacun a le riz dans sa marmite. Donc, ça veut dire qu'il y aura une légitimité et une assise populaire autour de la crise. C'est ce que le gouvernement aurait dû éviter. Et à côté, vous avez la connexion. Tout le monde en est victime. Donc, je pense que ça se ressemble exactement avec ce qu'on a connu en 2006 et 2007. Parce qu'en 2007, on était aussi dans une crise endémique, la récession galopante, les Guinéens avaient extrêmement faim. Donc, il y avait tout un cocktail réuni. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu juguler les choses. Exact. Et effectivement, on risque d'arriver à cela. Vous avez posé la question de savoir l'autorité, est-ce qu'ils ont un interlocuteur en face? Vous savez, dans le code du travail, on dit l'autorité compétente. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la fonction publique qui a sauté, pas le ministère. Donc, les secrétaires généraux sont là. Moi, j'ai posé la question à certains syndicalistes pour dire, mais est-ce que la dissolution du gouvernement n'allait pas... Attention, dans le code du travail, ils n'ont pas de l'autorité compétente. Le secrétaire général, il est là. Donc, on va signer l'avis de grève aujourd'hui. On va déposer au niveau du secrétaire général du ministère de la fonction publique. Donc, ministre par intérim. Par intérim, on va saisir le secrétaire général du gouvernement, M. Amara, le ministre Amara, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, mais qu'ils vont aussi déposer. Amara est secrétaire général de la présidence. De la présidence, voilà. Donc, c'est qui est du gouvernement. Donc, ils vont Amara Kamara, qui vont saisir Amara Kamara, ils vont déposer aussi au niveau des gouverneurs, les grands national. Ils vont déposer au niveau des mairies, ils l'ont retiré davantage. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, il y a déjà des courriers qui sont faits en ce sens pour essayer de signer ce préavis de grève et se lancer. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'éviter de jouer à la politique de l'autruche. Et ça, c'est surtout de la part du gouvernement. On voit le danger, il est là. Il est là et tout de suite, on va revenir sur les raisons de la dissolution du gouvernement. Justement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la crise multidimensionnelle qu'on a en face de nous qui a justifié cette dissolution. Ça, au moins, c'est clair. C'est plus profond. C'est plus profond. C'est plus profond. Donc, ça veut dire on aura d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission, des révélations à vous faire, vous allez comprendre. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on allait aller à cette grève. Quoique, même si on n'avait pas dissous le gouvernement de Gomou, on allait aller à cette grève. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de se dire que si vous ne faites pas attention, la levée de boucliers qui se profile à l'horizon, le feu continue à couver sous les centres, si on ne prend pas garde, c'est une manifestation qu'on ne pourrait pas maîtriser. Parce qu'eux, ils pensent à une grève normale, légitime. Mais sauf que si on déclenche, qui sait ce qui va se passer après? Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Tout le monde aujourd'hui... De grève, ça risque de se transformer en mouvement de protestation populaire. Et c'est ce qu'il faut créer. Et aujourd'hui, on se pose la question, non, c'est une grève normale, qui est connue, on connaît les interlocuteurs, on connaît ceux qui ont lancé, mais sauf que à cela, d'autres choses vont se greffer à la grève. Donc, vous avez aujourd'hui la société civile déjà qui fait des sit-ins. Vous avez les journalistes qui sont touchés par la crise. Vous avez le secteur privé également qui est durement touché par la crise. Imaginez, je vais changer avec un consultant dans le système de l'économie numérique qui me disait qu'au moins c'est 100 milliards de francs guinéens que les gens sont en train de perdre, juste entre janvier et février. Donc, vous avez 100 milliards de pertes avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, ça veut dire tout simplement que si on lance aujourd'hui une grève, ça va être tout un fonctionnalisme. Les gens vont sortir de partout pour apporter leur soutien aux syndicats. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je pense que le contexte ne se prête pas. Ceux qui conseillent le président pour dire non, vous maîtrisez la situation, je pense qu'il doit se raviser. Vous ne maîtrisez pas la situation. On est face à une crise multidimensionnelle et il faut éviter. Et je finis par une chose. J'apprends qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés par billetage depuis le mois de janvier. D'autres décembre, jusque-là, ils n'ont pas leur salaire. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Décembre, il y a... Oui, des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés. Le syndicat s'est fait entendre hier. Et aujourd'hui, la question va être débattue à la rencontre. Donc, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas encore payés depuis le mois de janvier. D'autres n'ont pas été payés au compte du mois de décembre. Donc, c'est quelque chose quand même d'inédit, d'extraordinaire que des fonctionnaires de la fonction publique qui travaillent tous les jours. Parce que le travail... Ça veut dire que c'est... Il y a vraiment un dysfonctionnement. Il y a vraiment un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom. Je pense qu'on est en train vraiment de toucher le fond. Quand même des fonctionnaires de l'administration, avec tout ce que vous comprenez comme politique fiscale, on est en train de presser les gens comme un citron.
Ça veut dire que l'État, quand même, trouve de l'argent quelque part. Il faut y faire face, même si on parle de ça sur le compte des travaux qu'on est en train de mener sur le fichier. Mais moi, je pense que ce n'est pas une excuse. Parce que le travail, c'est un contrat. Vous vendez votre compétence et en retour, on paye votre compétence là. C'est comme la loi de l'offre et de la demande. Oui. Vous offrez votre travail et en retour, ce n'est pas vous on paye, c'est le travail que vous avez effectué. Bien sûr. Je pense que l'État entende ce sens-là et qu'il sache que nous sommes face à une situation. Monsieur le Président, ceux que vous disent que tout va bien, vous maîtrisez les choses, attention, il faut écouter. Il faut écouter le bon sens et l'éthique commanderait à ce qu'on écoute cette voix qui vous dit, intelligente, qui vous dit il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter, c'est très important. Voilà. Allez, Guiba Milimono. Allez-y pour par rapport à ceux qui sont payés au biétage, en fait, le premier argument qu'on leur avait dit, c'est qu'ils doivent être virés. Donc, que chacun fournisse un compte bancaire pour que son salaire y soit viré. Après, ils ont dit que ça ne concerne pas les salaires du mois de janvier, ça commencera à partir du mois de février. Sauf qu'aujourd'hui, Lamine, il paraît que les payeurs, les billetteurs ont déjà les chèques, mais il n'y a pas de liquidité du côté de la Banque centrale. Et c'est ce qui est très grave, parce que depuis plusieurs jours, nous sommes en train de dire quand même que notre État n'a plus d'argent en réalité. Depuis plusieurs jours, nous sommes en train de dire que notre État n'a plus d'argent. L'État doit payer une catégorie de fonctionnaires par des billets. Sauf que les billetteurs aujourd'hui ont les chèques, mais à la Banque centrale, il n'y a pas de provision, il n'y a pas d'argent. Ils ont mis la pression sur les banques qui leur ont donné de l'argent. Ils ont mis la pression sur les sociétés, les grosses sociétés, les grosses entreprises. Ils ont pris de l'argent, ils l'ont dépensé ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Souvenez-vous, Alpha Condé nous avait dit, je ne sais pas si c'est dans un discours, dans son discours de souhait de nouvelle année, etc. Mais je me souviens que dans l'un de ses discours, Alpha Condé avait dit que bientôt, le gouvernement ne sera plus capable de payer les fonctionnaires. Je me souviens bien de cette phrase-là. Je l'ai pris comme un frustré qui prédit quand même le malheur à notre pays. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement n'arrive quand même pas à payer cette partie des fonctionnaires parce qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Concernant cette grève, Lamine, moi, j'ai vraiment envie que d'abord, je ne veux pas qu'on aille en grève. Donc, je voudrais que le gouvernement trouve une solution. Mais je vois un gouvernement qui ne veut pas trouver une solution tout de suite parce que, encore une fois, je répète, j'ai l'impression qu'ils savent où se trouve l'interrupteur. Il suffit juste d'appuyer pour l'éteindre. Regardez ce qui va se passer. Aujourd'hui, normalement, c'est censé être le dépôt de l'avis de grève et le démarrage, avec comme condition essentielle la libération de Sékou Djamal Pendessa. Mais demain, vendredi, Sékou Djamal Pendessa va bénéficier d'un jugement. Et je suis sûr que ce qui va arriver, c'est que le juge va condamner peut-être Djamal avec sursis. C'est-à-dire que 6 mois avec sursis possible. Oui, c'est ce que je pense en fait qui peut arriver. Je suis sûr que Sékou Djamal va être condamné avec sursis. Comme ça, on coupe la poire en deux. On vous dit, vous voulez la libération de Sékou Djamal, il n'est plus en prison, il est avec vous. Et quand ça arrivera, eh ben, on va déstabiliser les syndicats. Parce que la première revendication de la plateforme, c'est la libération de Sékou Djamal Pendessa pour discuter. Donc si Sékou Djamal Pendessa... Si on est allé déjà au procès, oui. Je ne crois pas que ce soit une libération. Ben, voilà. Tu n'as pas compris. Ils ont dit de le libérer sans procès. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Et le monsieur, il a répété, il a dit que ce procès même est une infamie. C'est sans procès. Si Djamal est condamné, il faudrait bien que tu saches que derrière... Parce que moi, j'ai encore un pied dans les syndicats. Derrière, ce qui va être exigé, c'est la révision du procès. Parce qu'ils ne vont pas accepter une condamnation. C'est de ça que je suis en train de parler. Parce que c'est pour un fait syndical. C'est de ça que je suis en train de parler. Sauf que, vous voyez que le contexte diffère dans ce cas. C'est les éléments de langage qui pourraient être développés par le gouvernement que je suis en train d'évoquer. Demain, si Sékou Djamal Pendessa est condamné avec sursis et qu'il se retrouve libéré, on ne parle plus de condamnation ou de libération de Sékou Djamal Pendessa. Et exiger que Sékou Djamal Pendessa recouvre sa liberté et exiger que son procès soit révisé alors qu'il a été condamné, eh bien ça fait deux choses. Donc, de ce côté, les syndicats pourront perdre une légitimité de ce côté. Ils n'auront plus, en fait, ça n'aura plus la même force libérer Sékou Djamal Pendessa que réviser le procès de Sékou Djamal. Les grandes gueules. Et à partir de là, ils vont engager des négociations. Laisse-moi juste finir, après tu vas réagir là-dessus. Oui, je vais finir. Allez, vas-y. Je t'ai accordé 30 secondes. Allez, voilà. Hein? Vas-y. Le contresens. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y.
Vas-y. En fait, il n'y a pas de problème. Les grandes gueules. Non, je voulais juste terminer. Vas-y, mon grand. Bon, oui. Vas-y. Ah ben, on l'a perturbé, on est arrivé à le faire. Allez, vous restez avec nous tous les matins sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur nos chaînes. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez. On parlera politique dans notre émission ce matin. Le savoir à l'heure, mesdames et messieurs, avec ce monsieur que nous allons recevoir un peu plus tard, Oumar Dikine. Eh bien, vous allez comprendre un peu plus tard dans notre émission. Mohamed Mara, on continue le débat évidemment avec vous, avec cet appel à la grève. Moi, je pense que l'État central l'administration centrale, j'allais dire, avec le CNRD, doivent tout faire pour éviter cette confrontation. Je sais qu'en ce moment, au niveau de l'administration centrale, on s'apprête à demander aux secrétaires généraux, aux directeurs de cabinet, de relayer ce message auprès des chefs de service, des directeurs nationaux et autres, de marquer les noms des absents, histoire de les sanctionner si les gens ne venaient pas au travail. Attention, c'est une méthode qui a déjà été éprouvée. Elle a vraiment ses limites. Elle a vraiment ses limites. Vous vous souvenez, lundi, les gens n'avaient même pas compris qu'il n'y avait pas d'appel, non seulement à la grève pour lundi, mais encore moins de manifester. Le simple fait déjà que dans la tête des gens, on ait pensé que les syndicalistes allaient peut-être demander à une grève. Vous avez vu les rues en ébullition. Conséquence, il y a eu combien de morts? Je crois 2. Ça, il n'y avait même pas d'appel encore à la grève, ni d'appel à manifester. Si le CNRD veut compter sur des morts, si le CNRD veut continuer à accumuler les cercueils pour régner, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le CNRD ne gouverne plus, le CNRD règne sur la Guinée. Je trouve que c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Ceux qui sont en train d'embrigader l'esprit du chef de l'État, la seule chose qu'ils visent, c'est de créer des remous dans le pays en vue de faire glisser le calendrier politique. Et ainsi, ils peuvent durer au pouvoir. Ils ne le font pas pour Mamadi. Ils ne le font pas pour le général. Le problème, c'est que vous savez où ça commence. Vous ne savez pas où ça va se terminer. C'est bien d'envoyer le général Idi Amin à Paris en décembre. C'est bien que Dansa Kourouma s'occupe des pays anglo-saxons, qu'il passe des appels ci et là pour déjà faire pression pour que on puisse proroger de 12 mois la fin de la transition. C'est bien aujourd'hui, comme Paris a recommandé à Conakry, d'aller vers la CEDEAO pour demander à la CEDEAO de négocier en vue d'accepter 12 mois. N'oubliez pas que même les ambassades, les chancelleries à Conakry, actuellement, quand vous discutez avec les gens, même ce délai des 12 mois supplémentaires, à notre avis, ça ne suffira pas. Si vous leur accordez 12 mois, c'est qu'il reste clair, tels qu'ils sont en train de faire les choses, avec l'élan actuel, il y aura un glissement. Parce que le CNRD a une arme fatale qu'il veut utiliser au bout du bout. Nous n'avons pas pu tenir aussi les 12 mois parce qu'on a demandé 600 millions de dollars. La Guinée quand même va avoir les élections les plus chères de l'histoire de l'humanité par rapport au ratio de la population. 600 millions de dollars. Pour un corps électoral de 5 millions jusqu'à date de personnes, on aura besoin de 600 millions de dollars. Donc le prix a payé. Je le répète, 600 millions de dollars. Ouais. C'est-à-dire que Guinée Games là, l'Onagui là, toutes les sociétés de jeux, tout le monde parie là. Pendant un an, l'argent qui rentre là, qui n'a même pas été redistribué en bloc, c'est de ça on parle. Ouais. 600 millions de dollars. C'est ce que Mori nous a sorti de sa casquette magique. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir ça. Ils savent que ni l'OIF, ni l'AFD, ni Paris, ni Washington, ni la CEDEAO, ni les Nations Unies ne vont mobiliser un tel pactole juste pour organiser des élections. Ils le savent. Ouais. Et tout le monde... Sur la base de quoi d'ailleurs ça a été chiffré? Rien. On va parler tout à l'heure de la question de la Constitution. Vous allez découvrir un pan de la duplicité. Et avec des noms qui vont vous choquer parce que ce sont des gens dans lesquels nous avons confiance. Vous allez être choqués tout à l'heure en apprenant ça également. Je dis, ne nourrissez pas, n'ayez pas un calcul politique pour tout. Le calcul politique pour laisser la situation pourrir avec les syndicalistes,
Parce qu'ils se disent aujourd'hui que tous les pans de la vie, comment ça s'appelle, nationale, sur le plan politique, ont déjà baissé le froc. C'est vrai. C'est vrai, les politiques ont déjà baissé le froc, ils ont déjà démissionné. Parce que c'est chaud, hein, il faut reconnaître. Eux, ils ont déjà rendu les armes. D'accord? La presse, bon an, mal an, quelques têtes brûlées comme celle de Lamine Guirassy continuent encore de tenir, même si on ordonne à Canal de fermer ici. Demain, il ouvre un canal par là. J'attends qu'ils écrivent aux Américains, notamment de Amazon, pour dire de ne pas nous diffuser. J'attends ça. Ou j'attends que la Guinée lance aussi sa satellite, peut-être espionne, pour brouiller les 2 autres satellites aussi qui nous relaient. J'attends ça. Mais au même moment, à part ça, le barreau, c'est l'une des rares entités qui nous restent. Ouais. Malheureusement, là-bas aussi, on se tait. Malheureusement, le barreau aussi, on se tait. Vous avez vu les magistrats, eux aussi, ils ont démissionné. Ouais. Ils sont prompts à poursuivre Sekou Jamal Pendessa pour, d'après eux, sur la base, vous imaginez, cybersécurité, si vous voulez, cybercriminalité. Ouais. Pour un syndicaliste qui diffuse quoi? Un communiqué via des médias justement qui relaient l'information telle que Facebook. On appelle ça cybercriminalité en Guinée. C'est-à-dire qu'ils ont perverti l'esprit même du législateur qui, lui, en le faisant, pensait à qui? Aux geeks, aux hackers. Vous comprenez? Ouais. Aujourd'hui, on veut retourner cela contre qui? Ouais. Des activistes, des lanceurs d'alerte, alors qu'il y a même une loi sur les lanceurs d'alerte, justement. Des lanceurs d'alerte et de qui? Des syndicalistes et autres gens de la presse. Vous êtes en train de négliger quelque chose. Je ne vais pas loin. Bien. Général, les grandes gueules. À ceux-là qui vous conseillent que vous aimez votre peuple, que vous êtes allés à la mort pour libérer ce peuple-là. Parce qu'aujourd'hui, nous doutons de plus en plus de ce discours que vous nous avez servi. Les gens commencent à en douter. Rassurez les Guinéens. Désavouez vos conseillers qui vous poussent dans la mauvaise direction. Donnez raison à votre peuple. Parce que votre peuple a raison. Votre peuple a raison. Au sein de ce peuple, vous avez vos pères, vous avez vos mères, vous avez vos cousins, vous avez vos cousines. Eux, ils ont déjà téléporté complètement leur famille à l'étranger. Ils sont prêts. Ils sont prêts à partir. Ils ont de l'argent pour prendre des jets privés. Ils ont de l'argent pour se camoufler dans des coffres de voitures. Bien. Forêt Carrière seulement, c'est près de 130. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup. Je termine par cet adage Soussou qui dit Rio ma conseil de Nama. Il reluti minima menene. Anun toray fanu rayara bi foye fama. Ma farma wura mais rambi birinama. Bien. J'ai juste pas possible. Oui, juste voilà, je voulais dire que on peut tromper une personne 1000 fois. Ouais. On peut tromper 1000 personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible parce que vous allez ruser. On va créer une pagaille parce que tout simplement il y aura un glissement. On va laisser la situation d'abord pourrir et ensuite on va donc dialoguer. Trouvons des solutions, mais on aura perdu assez de temps. Non, mais la transition est, je veux dire, à sa phase politique. Là. Et ça, c'est très important. On aura perdu assez de temps, Lamine. Et ça, je pense que ça n'arrange pas. Bien. Il faut éviter de ruser parce que c'est un jeu de dupes. C'est de dire si les gens vont en grève, le pays est ingérable et donc on va attendre d'abord. Et ensuite, puisque l'année là, on a dit que c'est pour le référendum constitutionnel, vous ne pouvez pas faire un référendum lorsque vous êtes dans une crise. Bien sûr. Donc on va gagner encore davantage de temps. On est en train de différer la crise. Ouais. Et on risquerait de tomber dans 2025 de reporter encore les choses. Ouais. Il a parlé de 600 millions de dollars. Je pense que ce n'est pas statique. Ouais. Il y a toujours une volonté de dire si on ne peut pas mobiliser 600 millions de dollars, il y a des activités qu'il faut éliminer. Bien sûr. C'est aussi simple que cela. Ouais. Si vous êtes pris par le temps, vous jouez sur les coups. Vous dites, bon, si tu es mu par la bonne foi. Mu par la bonne foi. C'est aussi simple. Il faut que les gens arrêtent de dire non, 600 millions de dollars, ce n'est pas une vérité de l'évangile. On peut changer ça. 600 millions de dollars, on peut revenir à 200 millions de dollars pour dire qu'il y a des activités, sortons de la transition pour être dans le temps. C'est faisable. C'est juste une volonté politique. Il faut qu'on sorte des calculs politiques. Je vais vous dire une chose, parce qu'aujourd'hui on parle de ça, mais les citoyens qui nous écoutent ce matin, c'est comment il va manger pendant le ramadan. Et ça c'est extrêmement dangereux, parce que n'oubliez pas que... Mais comment il mange déjà? Justement, ça va s'empirer. Les 340 000 dont on parle. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait dit que l'État continuait à subventionner. Ils ont signé 3 protocoles d'accord avec la Chambre du commerce. De 2022 à 2024, en janvier 2024 tout récemment, ils ont renouvelé le même protocole d'accord. Mais sauf que cette fois-ci,
l'État ne peut plus continuer à subventionner. Parce que c'est une exonération fiscale qu'ils ont fait. Ils ont perdu 600 milliards. La dernière fois qu'ils avaient justement, ils ont perdu accordé. la mine, ils ont perdu au moins, je vous montre le chiffre, ils ont perdu au moins par rapport rien qu'au riz, 327 milliards de francs guinéens. Sur le sucre, ils ont perdu, les deux combinés, le riz 228 milliards, sur le sucre 99 milliards de francs guinéens. Ils ont continué à subventionner, à un moment donné, ils ont dit, l'État est en train de perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la subvention. Et aujourd'hui, l'augmentation a été faite parce que tout simplement, l'État n'a pas d'argent. Ouais. L'État n'a pas d'argent. Au moment où on n'a pas d'argent, on ne peut pas quand même se fixer un tel objectif de 600 millions de dollars, sachant on peine aujourd'hui à subventionner même le riz et le sucre. Ouais. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Ce qui est possible, il faut aller avec ça. Lorsque vous vous projetez dans le temps, vous dites c'est ce que je veux faire, vous planifiez. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Vous revoyez votre planification. Ce n'est pas statique. Je pense que tout dépendrait de la volonté aujourd'hui du président de dire à son entourage, écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu les 10 activités-là parce qu'on ne peut pas mobiliser. Nous sommes dans une transition. Les bailleurs de fonds ont du mal parfois à faire confiance à un pays où les médias sont embastillés, à un pays où la connexion est brouillée. Ça, c'est un effet boomerang. Vous n'êtes pas en train de vous rendre service. Ils ont parlé de 7 milliards de dollars. Et aujourd'hui, parce que même s'ils ont changé de destination, parce que ils savent que vers les chancelleries occidentales, on est assez méticuleux, on voit un peu les conditions dans lesquelles vous gérez votre pays. Mais aujourd'hui, les Chinois et les Arabes aussi commencent à se poser des questions. Et avant de vous donner un franc, ils cherchent d'abord à savoir est-ce que vous êtes sérieux. Est-ce que vous gérez bien votre pays? Est-ce que vous n'êtes pas corrompu? Ce sont des questions que les gens se posent. Parce que hier, ils vont pas mobiliser de l'argent auprès de leurs citoyens et envoyer à un gouvernement qui va la subvention. Je finis par dire ça, Lamine. Merci beaucoup, Diba. C'était la subvention, on risquerait de payer le sac de riz à 440 000 francs et le sac de sucre à 460 000 francs. Voilà. C'est ce qu'on ne souhaite pas pour le pays. Voilà. Allez, tu as l'habitude de dire ici, une image vaut 1000 mots. Hein. C'est Diba qui le dit à chaque fois. Regardez ces images à la régie. On va vous donner des détails dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que Charles aurait donné des injections pour... allez... Par rapport au PM, Gomou, on a des informations là-dessus, parce qu'on tarde à la régie, donc on ne peut pas montrer les images, mais on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On vous expliquera tout. Complicité, évidemment, de toute l'équipe. On revient dans un instant, mesdames et messieurs. Là, il s'est passé des choses. On vous explique dans la deuxième partie de l'émission.